Saunier, je suis professeure associée à l'IREF. Je suis aussi chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités. Très contente d'être là aujourd'hui pour cette dernière conférence. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à date. C'était vraiment une série de conférences extraordinaire et on finit en force. Aujourd'hui, on va avoir une conférence de trois chercheuses qui vont venir nous présenter la recherche qu'elles ont faite pour l'avis commandé par le Conseil des Montréalaises qui s'appelait Avis pour une transition écologique juste et féministe. Donc, on reçoit aujourd'hui Hélène Madénian, Gabrielle Perras-Saint-Jean ainsi que Naomi Léonard, qui sont tous les trois doctorantes en études urbaines à l'INRS. Donc, sans plus tarder, je vous laisse présenter un peu comme vous le voulez là, à trois, et puis ensuite, ça va suivre une série de discussions où tout le monde va être vraiment le bienvenu à venir en discuter. Avant de commencer, juste un petit mot pour vous dire que la séance d'aujourd'hui, comme les autres, elle est enregistrée. Si jamais vous ne voulez pas apparaître sur l'enregistrement, vous n'avez qu'à fermer votre caméra. Et si jamais vous faites une intervention, mais vous ne voulez pas qu'elle apparaisse, ben, il y a moyen de la couper, si jamais c'est ce que vous désirez. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Ben, merci beaucoup, Marianne Sarah, pour la confiance et l'invitation aujourd'hui. Et plus largement, un merci au Conseil des Montréalaises là, pour le mandat qui nous a menés à être avec vous aujourd'hui. Donc, comme Marianne Sarah l'a dit, les trois, on est des collègues à l'INRS, les trois, on est au doctorat en études urbaines. Puis c'est ces atomes crochus-là, puis le fait qu'on s'intéresse de manière différente, mais qui communiquent bien ensemble là, à des enjeux relatifs au genre, à la justice climatique, puis à l'occupation des espaces urbains, qui nous a conduit à travailler ensemble sur ce sujet-là. Donc, notre présentation aujourd'hui s'intitule Comme la vie pour une transition écologique juste et féministe à Montréal. Ouais, direct, super Hélène. Donc ça, c'est nous, lors du lancement du fameux avis, dont on va traiter des grandes lignes avec vous aujourd'hui. Donc, en fait, Hélène, je te cède la parole pour le contexte. On met tous au même niveau d'information sur le contexte qui a mené à cet avis. Donc, il faut savoir que la ville de Montréal est impliquée dans les questions de lutte au changement climatique depuis de nombreuses années déjà, avec différents plans, que ce soit le plan des réductions des gaz à effet de serre ou le plan d'adaptation au changement climatique. Et ces deux plans, en réalité, arrivaient à échéance en 2020. Donc, la ville de Montréal, en 2019, a décidé de lancer un nouveau chantier pour travailler sur un nouveau plan climat, qui est le plan climat 2020-2030, qui est sorti en décembre 2020. Donc, ce plan est à la fois un plan d'atténuation, de réduction des GES et aussi un plan d'adaptation. Et l'objectif pour ce plan en 2050 est de faire de Montréal une ville carboneutre, inclusive et résiliente. Pour ce faire, la ville, dans ce plan, propose 46 actions qui sont ventilées dans 5 chantiers. Et ce qui ressort beaucoup de ce plan, notamment, c'est de mobiliser la population montréalaise, puisque la ville se rend bien compte qu'elle ne peut pas agir seule, évidemment. Elle veut accélérer l'adoption de modes de transport plus durables, donc évidemment le transport collectif en commun et le transport actif que sont la marche et le vélo. Elle veut inciter à réduire l'utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments, donc pour tout ce qui est chauffage notamment. Verdir les milieux de vie, puisqu'on sait que les espaces verts, c'est important pour la lutte au changement climatique. Et finalement, réduire le gaspillage alimentaire qui participe énormément aux gaz à effet de serre émis. Ce qui a interpellé le Conseil des Montréalaises à la lecture de cet avis, c'est que là, on parle de tous les Montréalais, tous les Montréalaises, mais sans forcément faire de distinction sur les différentes populations territoire montréalais, que ce soit en termes de genre, mais aussi plus globalement en termes d'âge, de minorité, etc. Et donc, c'est ce qui a en partie motivé le Conseil des Montréalaises à faire appel à nous. Oui, allô tout le monde. Donc, c'est ça, c'est dans le but de remédier à cet angle-mort-là qu'on a accepté le mandat de la recherche. Puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait comme objectif de documenter la situation des changements climatiques, à la fois comme actuellement, comment ça se vit concrètement dans les arrondissements, mais aussi les aspects futurs. Puis, ensuite, formuler des recommandations à la Ville de Montréal pour que la transition écologique se fasse d'une manière juste et inclusive. Donc, ce que ça a donné, en fait, on a fait une recherche en 2 phases. La première phase, ça a été
comme dans la plupart des recherches, une phase de revue de la littérature et aussi des entretiens préliminaires avec des spécialistes québécoises sur les questions du genre et de l'environnement. La revue de la littérature a été menée par une équipe de recherche, l'équipe de Jen Gobi, à l'été 2021. Et il y a plusieurs constats très intéressants qui ont émergé de cette revue de la littérature-là. Par la suite, il y a eu la phase 2 dont je vais vous parler après. Donc, si on change de diapo, il faut savoir en premier, avant de parler de ces constats, que en fait, le croisement scientifique entre le thème du genre, des changements climatiques, et j'ajouterais les villes occidentales, est encore assez rare. Donc, il n'y a pas une littérature extrêmement abondante sur la question. Mais pourtant, il y a quand même des choses très pertinentes à considérer lorsqu'on s'intéresse à ces trois éléments-là. Donc, il y a plusieurs choses qui ont retenu notre attention. Bon, premièrement, c'est que la littérature montre que les femmes sont de manière générale plus préoccupées que les hommes par la crise climatique, mais par ailleurs produisent moins de GES. Donc, elles s'impliquent aussi plus activement dans les initiatives de lutte au changement climatique, mais sont en général bloquées dans les paliers supérieurs, c'est-à-dire elles n'ont pas accès aux hautes sphères décisionnelles qui ont du pouvoir sur ces questions-là. Deuxièmement, les femmes sont en général plus vulnérables au changement climatique. D'une part parce qu'elles vivent en moyenne une plus grande précarité financière, mais aussi parce qu'elles sont plus nombreuses en proportion à être locataires. Et sachant que le revenu et la qualité du logement sont deux facteurs de résilience par rapport au changement climatique, bien, les personnes qui sont plus pauvres ou mal logées ou mal logées sont de facto plus vulnérables aux conséquences néfastes des changements climatiques. Évidemment, la population des femmes est extrêmement hétérogène, donc c'est pas toutes les femmes qui sont affectées de la même façon. Puis, il faut vraiment prendre en compte d'autres facteurs comme, par exemple, l'âge, la classe sociale, la race, comprise comme un construit social et non pas comme une donnée biologique, évidemment, pour vraiment saisir les différences qui existent entre les situations des femmes elles-mêmes. Puis, faut aussi se rappeler que la préoccupation et la vulnérabilité accrue des femmes par rapport au changement climatique est vraiment à comprendre en lien avec leurs rôles sociaux de genre. Donc, c'est rien de naturel à cet égard. C'est vraiment parce que les femmes exercent davantage de fonctions de care et de travail domestique, tant dans la sphère privée que dans leurs emplois rémunérés, qu'elles sont plus vulnérables. D'une part parce que en faisant plus de travail gratuit de care, elles s'appauvrissent, et d'autre part parce que lorsque des événements climatiques extrêmes surviennent, les femmes sont davantage sollicitées. Par exemple, quelque chose de très facile à comprendre, quand il y a une vague de chaleur, c'est généralement aux femmes qui incombent la tâche de veiller à la santé des enfants ou des personnes âgées. Aussi, la littérature nous indique que les violences envers les femmes augmentent lors d'épisodes de catastrophes dites naturelles. Donc, ça, c'est à garder en tête aussi, étant donné que ça cause un énorme stress social à un certain moment, puis qui peut résulter dans de plus grandes violences. Puis finalement aussi, il faut savoir que les femmes expérimentent concrètement les effets des changements climatiques dans leur quotidien. Un bon exemple de ça, c'est celui de l'alimentation. Les changements climatiques, on le sait, affectent directement la disponibilité et les prix des denrées alimentaires. Et comme les femmes sont plus souvent chargées de l'approvisionnement et de la préparation des repas, elles sont directement placées devant les changements climatiques dans leur quotidien, et parfois ça amène à des décisions difficiles qu'elles doivent prendre. Donc, on peut donc dire que les femmes sont aux premières loges des changements climatiques, à la fois comme témoins et comme victimes. Cette position-là est vraiment pas naturelle. Donc, c'est vraiment en lien avec l'organisation sociale. C'est très important à se rappeler. C'est vraiment le résultat d'inégalités que l'on observe. Puis, finalement, les solutions préconisées pour lutter au changement climatique sont aussi différentes en fonction du genre, et leurs effets ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Donc, tous ces constats-là qui sont issus de la littérature scientifique, que par ailleurs, je vous invite à lire l'avis pour avoir toutes les références, là, mais tous ces constats ont été corroborés par les expertes qu'on a consultées en amont de la collecte de données. Une fois qu'on a eu ces considérations en tête, on a entamé la phase 2 de la recherche. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre mandat, ça visait à documenter comment la crise climatique affecte et affectera les Montréalaises, mais aussi de bien élaborer des recommandations pour avoir une stratégie de lutte et d'adaptation qui tient vraiment compte de leur réalité. Et pour ce faire, on a décidé de faire une recherche dite féministe, donc une recherche qui est inspirée des principes de la recherche féministe,
qu'est-ce que c'est ça exactement? Mais c'est une recherche qui cherche à mettre en valeur les savoirs et les expériences des femmes. Donc ça, c'est vraiment au centre. Puis, on a adopté une perspective intersectionnelle, c'est-à-dire qui tient compte de l'interaction de différents rapports sociaux qui sont en interaction, qui ont une incidence sur le vécu des femmes. Et ça, on désigne cette recherche comme la méthodologie de l'ADS+, c'est-à-dire l'analyse différenciée selon le genre, et plus, parce que ça inclut d'autres rapports sociaux, comme je l'ai dit. Puis ça, c'est vraiment dans le but que les recommandations fournies à la Ville lui permettent de réaliser des politiques qui vont tenir compte de la diversité et qui ne vont pas aggraver les inégalités sociales, mais plutôt essayer de les compenser. Donc, c'est l'idée de la pertinence de cet outil-là. Ensuite, une fois qu'on a établi ces principes-là, on est allé, on peut changer la diapo. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. On a fait un exercice de cartographie, en fait, parce qu'on sait que les inégalités sociales se matérialisent dans l'aménagement urbain et que les risques associés au changement climatique sont vraiment inégalement répartis sur l'île de Montréal. Alors, pour identifier quels secteurs de la ville sont les plus susceptibles d'être affectés ou le sont déjà, on a fait un exercice très simple. En fait, on est parti de la carte de l'indice de défavorisation matérielle et sociale de l'INSPQ, celle que vous voyez à droite avec du mauve et du bleu, et du vert, pardon. Puis, on est parti de cette carte-là parce qu'on sait que la précarité économique exacerbe la vulnérabilité. Puis, par la suite, on a superposé cette carte-là à celle des îlots de chaleur, donc celle que vous voyez en orange-rouge, et celle des zones inondables aussi, pour aller identifier les secteurs les plus susceptibles d'être affectés. Et ce qu'on a vu, c'est que c'est vraiment les arrondissements qui sont périphériques de Montréal ou ceux qui accueillent des zones industrielles ou des infrastructures lourdes qui sont les plus vulnérables. Donc, on parle par exemple de Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Pointe-Saint-Charles, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, Villemort, etc. Et sachant ça, on a fait un effort de recrutement particulier dans ces secteurs-là pour vraiment aller documenter les réalités locales. Finalement, on a déterminé 3 grandes catégories de participantes pour la recherche. Les expertes québécoises, donc des spécialistes sur les questions de genre, d'environnement, mais aussi d'aménagement urbain, de santé, de droits de la personne. Des intervenantes d'organismes communautaires dont la mission ou les services s'adressent aux femmes, qu'on a recrutées prioritairement dans les secteurs identifiés préalablement. Puis aussi des militantes qui sont engagées dans diverses causes environnementales à Montréal. Tout ça dans le but de représenter la plus grande diversité possible, pour vraiment représenter la population des Montréalaises au grand complet. Puis, on a réalisé 16 entretiens semi-dirigés avec les expertes et les intervenantes d'organismes. Donc ça, c'est vraiment bien parce que les entretiens avec les intervenantes nous ont permis de documenter concrètement comment les changements climatiques affectent les Montréalaises dans leur quotidien en ce moment. Puis, les expertes ont vraiment apporté un éclairage très pertinent sur ces données empiriques en nous fournissant théoriques puis un peu plus de matière pour les contextualiser. Tandis qu'avec les militantes, on a réalisé un focus group, donc un groupe de discussion avec des femmes engagées dans 5 mobilisations environnementales qui sont en cours actuellement à Montréal. Puis les échanges ont vraiment permis de faire émerger les divergences, les convergences dans les luttes, puis aussi d'aborder de manière critique les solutions actuellement préconisées par la Ville de Montréal pour intervenir sur la question climatique. En tout, ce sont 23 personnes qui ont pris part à notre démarche, puis on a procédé à l'analyse des données. Je vais laisser Naomi et Hélène présenter les grandes lignes des résultats. Pardon. Donc oui, donc pour les résultats, on les a classés en 5 dimensions principales. Donc il y a logement, transport et mobilité, parc et espaces naturels, services et commerce de proximité et implication citoyenne. Donc, moi, je vais commencer avec le logement de Montréal. Comme l'a mentionné Gabrielle, c'est surtout les vagues de chaleur, les vagues de grand froid, puis les inondations qui nous menacent. Là, on le voit même en ce moment avec les crues printanières que les inondations sont dans les préoccupations, puis bientôt, ça va être les vagues de chaleur. Donc, dans ces 3 cas-là, la qualité du logement joue un rôle central dans la capacité d'y faire face. Un des termes techniques qui est utilisé pour désigner ça, c'est la précarité énergétique. Ça réfère au fait que, dépendamment de la qualité de l'isolation du logement, la chaleur ou le froid va y pénétrer plus facilement. C'est difficile de maintenir un confort thermique sans faire exploser la facture d'hydroélectricité.
Puis ça, c'est encore plus exacerbé quand on est locataire, puis que notre propriétaire s'en fout un peu de faire les travaux nécessaires pour isoler proprement la bâtisse dans laquelle on habite. Et il manque cruellement de recours pour ça, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en plus du coût financier ou de l'inconfort au quotidien que ça engendre, ben, l'isolation déficiente, ben, c'est aussi une grande source de gaspillage énergétique, et ça, autant l'hiver que l'été, à cause des airs climatisés l'été aussi. Donc, même il faut rappeler que l'été, ben, c'est pas toutes les bâtisses qui peuvent bénéficier d'air climatisé. Puis en plus de ça, ben, il y a un effet paradoxal d'utilisation des airs climatisés qui vont rejeter de l'air à l'extérieur, accentuant par le fait même la vague de chaleur et accentuant par le fait même l'inégalité dans laquelle on est en fonction de notre classe sociale par rapport au fait de subir plus ou moins les effets des changements climatiques. Donc, pour répondre à l'enjeu de la précarité énergétique, ben, clairement créer plus de logements sociaux et imposer des réglementations plus strictes pour les propriétaires dans l'entretien et la mise à jour aux normes énergétiques est une forme essentielle d'action climatique qui participe simultanément à l'amélioration du bien-être des individus, notamment des femmes. Donc, on va voir, et en fait, moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans cette recherche-là, mais qui a amélioré la qualité de vie des gens, surtout les plus précaires, dont les femmes, ben, c'est généralement un pas dans la bonne direction en termes d'action climatique. Donc, au-delà du logement, évidemment, ben, il y a aussi le quartier qu'on habite qui va venir influencer l'intensité des vagues de chaleur ou les risques d'inondation et aussi notre capacité d'y faire face. Donc, un quartier enclavé par des grandes artères routières qui est très minéralisé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'asphalte et où on retrouve peu d'espace vert. Pour prendre l'exemple, par exemple, de parc extension, ben, c'est difficile de se garder au frais pendant une vague de chaleur. Puis même s'il y a le parc Jarry qui n'est pas très loin, ben, c'est insuffisant pour contrebalancer l'effet des îlots de chaleur, végétation dans le quartier. Donc, non seulement ça augmente la pression thermique sur les bâtisses, ce genre de quartier-là, mais en plus, ça fait que les personnes qui y habitent ont plus de difficultés à trouver des îlots de chaleur, donc à pouvoir s'adapter à cette réalité-là. Et puis ça va devenir plus problématique, ou c'est plus problématique pour les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, puis les personnes qui vont avoir justement des enfants à charge, par exemple, ou d'autres adultes à charge. Donc, une des coupables de l'abondance des espaces minéralisés à Montréal, et c'est ça qui va m'amener à mon prochain enjeu, ben, c'est la voiture. Donc, on peut passer à la diapo transport mobilité. Donc, c'est pas une surprise si je vous dis que Montréal, ben, c'est une ville de chars. Le secteur des transports, ben, c'est 40 des émissions de GES de la collectivité montréalaise. La mobilité est un volet majeur et prioritaire sur lequel agir pour réduire l'empreinte carbone de Montréal. Puis offrir des solutions de rechange à la voiture, ben, ça passe en grande partie par la bonification de l'offre de transport en commun, tant du point de vue du développement du réseau que de l'amélioration des services existants. Puis d'ailleurs, ben, l'accessibilité et la fiabilité des transports en commun sont des enjeux prioritaires que les partis ont relevés de manière récurrente durant notre enquête à Montréal. Donc, hors des quartiers centraux, principalement, l'offre actuelle de transport collectif se limite souvent aux autobus puis est considérée comme étant insuffisante ou pas assez fiable pour s'y fier. Et ça a des impacts significatifs sur la vie quotidienne des femmes. Donc, pour celles qui doivent effectuer de multiples déplacements journaliers pour assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales, bien la desserte, comme je l'ai mentionné, est souvent insuffisante ou pas assez fiable. Puis ça les dissuade en fait d'opter pour le transport en commun. Donc, les femmes qui ont la possibilité vont se tourner vers la voiture individuelle, mais les femmes qui en dépendent réellement du transport en commun, ben, elles sont encore plus pénalisées par la faiblesse de l'offre. Ça peut avoir d'accentuer l'isolement, par exemple. Notamment, on a eu le cas de l'isolement des femmes âgées durant toute la période de l'hiver, qui on sait est assez long au Québec. Donc, ça pénalise aussi de manière particulière les femmes qui ont des horaires de travail atypiques en raison de la rareté de l'offre de transport en commun en dehors des heures de pointe dans plusieurs secteurs de la ville. Puis souvent, ben, ces personnes-là avec des horaires atypiques ben, sont plus précaires économiquement, vont être migration puis vont justement vivre dans des zones périphériques. Donc, il y a aussi pour les femmes qui vivent sous le seuil du faible revenu, le coût associé à l'usage des transports en commun peut constituer un frein important à leur utilisation, puis par le fait même aggraver leur situation de précarité en les privant de possibilités d'emploi, puis en limitant leur accès à des ressources et à des services. Puis tout ça, ben, c'est sans parler aux femmes en situation de handicap. L'accessibilité universelle de notre réseau de transport en commun est assez déficiente.
Donc, si on passe au transport collectif, qui est un autre point important du plan de mobilité, on va considérer ici le vélo et la marche. Puis, un des enjeux principaux au niveau des transports actifs, en fait, c'est le sentiment de sécurité des femmes dans l'espace public qui doit encore être amélioré. Il y a un récent rapport qui souligne que le sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public va varier fortement en fonction des différents facteurs, dont l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, pour ne nommer que ceux-là, et que dans certains quartiers, les infrastructures vont venir accentuer le sentiment de sécurité, ce qui veut dire aussi que de sur le design des infrastructures urbaines peuvent venir favoriser le sentiment de sécurité des femmes dans l'espace public. Donc, ça peut jouer autant pour la marche que pour le vélo. On peut penser à la marche des endroits où les trottoirs sont mal adaptés ou déficients. Puis là, pour les personnes en mobilité réduite ou avec des poussettes, ça devient vraiment problématique, par exemple. Puis pour le vélo, l'aménagement de pistes cyclables, comme on l'a vu, quand on met des infrastructures sécuritaires, avec le RER, par exemple, les gens vont se mettre à les utiliser abondamment. Donc, cela dit, au niveau du vélo, il y a encore des disparités de genre qui persistent dans la pratique du vélo utilitaire comme mode de déplacement. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à l'utiliser, le vélo comme moyen de déplacement au quotidien. Mais ça demeure cantonné aux quartiers centraux de l'île de Montréal. Puis, il faut aussi souligner qu'il y a des différences entre quelle femme va utiliser le vélo. Donc, même s'il faut suivre, je le disais positivement, les efforts de la ville pour étendre et améliorer le réseau cyclable, il y a des données qui sont disponibles qui disent qu'à l'échelle pan-canadienne, c'est à peu près 74,5% des personnes qui utilisent le vélo uniquement pour se déplacer qui sont des personnes blanches. Donc, ça, c'est dans le magazine Vélo Mag, si ça vous intéresse comme sujet. Donc, l'utilisation du vélo de manière utilitaire, c'est un choix qui est quand même fortement conditionné non seulement par le genre, mais aussi par l'âge, le statut socio-économique, les références culturelles et la disponibilité des infrastructures. Alors, on va passer au troisième thème qui est ressorti pendant nos entretiens avec différentes participantes. C'est le thème des parcs et des espaces naturels. Donc, on sait que les parcs et espaces naturels, c'est vraiment une composante clé de la qualité de vie urbaine, dans le sens où ça aide à rester en santé physique, mais aussi mentale, pour les populations citadines qui parfois n'ont pas de cours ou d'espace extérieur. C'est aussi des lieux de détente et de loisirs, d'activités sportives. Ce sont des occasions d'aller se rafraîchir en été en temps de canicule, par exemple. Et c'est aussi une façon d'entrer en contact avec la nature. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une importance de façon générale pour la vie en ville, mais également dans la lutte au changement climatique. On sait que les parcs et espaces naturels sont vraiment des alliés. Ils aident à lutter contre les îlots de chaleur, donc en offrant des espaces de rafraîchissement, que ce soit avec l'ombre des arbres ou les parcs en général. Ils améliorent aussi la qualité de l'air en filtrant les particules fines et donc ils aident à lutter contre la pollution atmosphérique notamment. Donc, sachant tout ça, en fait, il y a plusieurs constats qui ressortent des entrevues qu'on a menées et que je vais passer en revue au fur et à mesure. Le premier, les femmes nous font remarquer qu'il y a une répartition inégale sur le territoire des parcs et espaces naturels. Et pour ceux qui habitent Montréal, vous vous en rendez compte vous-même. Donc, on sait que les parcs, notamment de proximité, qui sont les parcs qui sont en bas de la maison et pas forcément les grands parcs de l'île, ne sont pas répartis de façon égale sur le territoire. On s'en est rendu compte notamment pendant les différents confinements. Il y avait des gens qui habitaient plus proches de parcs que d'autres et c'était plus facile pour eux d'aller se détendre, d'aller s'aérer. En contexte de changement climatique, comme on le disait tout à l'heure, les logements, par exemple, suivant les quartiers, ils ne sont pas tous bien ventilés. Tout le monde n'a pas accès à une cour ou à un balcon extérieur. Donc, c'est important de revoir la répartition des parcs pour que toute la population et les femmes qui habitent dans des quartiers plus isolés puissent également. Ensuite, les femmes nous mentionnent que les parcs, souvent, il y a des manques d'équipements sportifs et de loisirs. Pareil, d'un parc à l'autre, ce n'est pas forcément équitable. Or, les femmes, dans leur travail reproductif, sont souvent responsables d'emmener les enfants au parc. Et pour elles, c'est important d'avoir des parcs qui sont sécuritaires pour pouvoir laisser les enfants aller jouer dans différents équipements récréatifs ou des pistes cyclables dans les parcs, etc.
Un autre point qu'elles nous font remarquer, c'est le manque de jeux d'eau. Et donc là, ça fait vraiment écho aux vagues de chaleur, aux canicules qui s'en viennent dans peu de temps. On sait que les enfants, notamment, sont très vulnérables aux vagues de chaleur. C'est vraiment important de faire attention en temps de canicule. Et donc, l'accès à des jeux d'eau dans les parcs est quelque chose qui est assez facile pour aller en fait rafraîchir ces enfants, pour leur permettre de ne pas trop mal vivre la canicule et les vagues de chaleur. Et donc, les femmes font remarquer, encore une fois, que la distribution des jeux d'eau n'est pas équitable d'un parc à l'autre. Ensuite, nos participantes nous font remarquer également que les femmes sont très intéressées à s'impliquer dans des activités de jardinage ou de verdissement. Donc, à la fois pour l'activité en tant que telle, qui est un contact avec la nature, qui fait peut-être appel à des habitudes de vie qu'elles ont eues pendant l'enfance. Mais c'est aussi une façon de créer du lien social, d'être en contact avec un voisinage ou d'autres personnes. Donc, c'est important pour les femmes de se lancer dans ce type d'activité. Ça peut être évidemment dans des jardins collectifs, des jardins communautaires, des carrés d'arbres devant la maison, etc. Mais là, peut-être, le revers de la médaille de ça, c'est qu'on sait que les femmes ont tendance à prendre beaucoup, à se sentir responsables en fait, de ce genre d'activité. Il ne faudrait pas que ça vienne leur ajouter du travail à leur travail existant à la maison, souvent. Et donc, elles vont souvent s'impliquer dans ce genre d'activité, mais finalement, ça va les desservir d'une certaine façon parce qu'elles vont se sentir très impliquées à devoir beaucoup participer à ce type d'activité de verdissement ou de jardinage, et donc ça peut venir finalement apporter une charge supplémentaire. Donc c'est quelque chose qui peut être finalement contre-productif, et donc il faut faire attention à ça. Ensuite, elle nous mentionne l'importance d'aller dans des parcs nature et des espaces naturels. Donc les parcs nature, ce sont souvent de plus grands parcs que les parcs urbains, et ils se trouvent souvent plus aux extrémités en fait, de l'île de Montréal. Mais malheureusement, ils ne sont pas forcément accessibles en transport en commun. Et donc là, ça recoupe ce que disait Naomi précédemment, c'est que les femmes n'ayant pas forcément de moyens de transport de type automobile, elles vont être dépendantes de transports en commun, mais qui ne desservent pas forcément ces parcs. Ensuite, ce qu'on appelle espaces naturels, ce sont ce qu'on peut aussi appeler des friches urbaines. Donc, c'est ces grands espaces qui sont encore à l'état de friche en fait, sur le territoire. Or, c'est très difficile en fait, de garder des friches à l'état naturel à Montréal, puisqu'on sait qu'il y a une pression au développement, que ce soit pour créer de nouveaux quartiers, de nouveaux logements, etc. Donc, c'est souvent très difficile de maintenir ces états de friches. On peut penser notamment la friche qui est défendue par le groupe Résister et Fleurir dans Merci Hochelaga Maisonneuve, où c'est un grand combat d'essayer de garder cette friche à l'état naturel. Finalement, les participants nous ont beaucoup parlé du risque de gentrification verte que vous avez déjà entendu parler sûrement. Donc la gentrification verte, c'est vraiment ce phénomène par lequel, en essayant d'améliorer la qualité de vie d'un quartier, donc en apportant du verdissement, des espaces verts, finalement, l'effet contraire en fait à ça, c'est que ça augmente le niveau de vie dans ce quartier. C'est-à-dire que ça fait un quartier qui est plus attrayant, donc avec des logements qui augmentent, que ce soit en termes de loyer ou de prix à l'achat, des commerces qui vont changer, donc une gentrification du quartier par le fait même qu'on apporte du verdissement dans ce quartier de la ville. Un des exemples emblématiques se trouve à New York avec donc la High Line, c'est sûrement, mais en réalité, beaucoup de villes occidentales sont confrontées à ce problème aujourd'hui, et bien sûr, Montréal en fait partie. Donc, ce n'est pas pour dire évidemment qu'il faut arrêter le verdissement dans les différents quartiers, c'est plutôt qu'il faut mettre en place des mécanismes qui viennent inverser la tendance, donc des mécanismes qui vont permettre de limiter l'augmentation des loyers, ou alors développer le logement social et communautaire, par exemple, pour permettre aux populations qui étaient là initialement de rester dans ces quartiers, ou à des populations moins favorisées économiquement également d'habiter dans ces quartiers, et d'être sûr qu'on a une mixité sociale. Donc ça fait le tour pour le thème parc et espace naturel. Un autre thème qui est ressorti, c'est donc le thème des services et des commerces de proximité. On sait que l'offre de services et de commerces, c'est vraiment très important pour assurer la vitalité dans les quartiers et permettre de répondre aux besoins de la population locale. Malheureusement, on se rend compte à Montréal depuis quelques années qu'on a deux tendances qui ne vont pas dans ce bon sens. La première tendance, c'est qu'on a une dévitalisation de certains quartiers, c'est-à-dire qu'on a dans certains quartiers des commerces, des services qui ferment. Donc, les populations locales sont confrontées à un manque d'offres en fait, dans leur quartier.
Et par-dessus ça, on a un processus d'embourgeoisement. Donc, on parlait à l'instant de gentrification verte. Là, c'est embourgeoisement au sens général, donc pas forcément lié au verdissement, mais embourgeoisement du quartier, qui fait que les commerces qui étaient là initialement vont être remplacés peut-être par des cafés plus haut de gamme, des épiceries plus haut de gamme. Et donc, les populations locales n'ont plus forcément accès aux commerces où elles avaient l'habitude de faire leurs courses, et ce n'est pas forcément les mêmes prix non plus qui sont affichés. Et donc, de ça, les femmes sont en fait les premières victimes de ces processus, notamment parce que souvent, encore une fois, par leur travail reproductif, les femmes vont être en charge d'aller faire les courses pour le foyer, notamment les courses de nourriture. Et donc, elles vont être confrontées à des déserts alimentaires qui se voient beaucoup dans l'est de Montréal. Donc, ce sont ces grandes zones où il est très difficile en fait de trouver une offre de produits frais et abordables. On va souvent trouver des dépanneurs, mais on ne va pas trouver des épiceries ou des grands supermarchés. Donc, les femmes vont avoir une offre très limitée dans les choix des denrées qu'elles peuvent acheter, ou alors elles vont être dépendantes à nouveau des transports pour aller dans d'autres quartiers et atteindre donc par exemple des supermarchés ou des épiceries plus importantes. Donc, ce qui va leur faire évidemment perdre du temps, rajouter sur leur charge et leur échéancier familial, on va dire, pour pouvoir aller trouver les produits qu'elles désirent. Donc, avec ce choix limité dans leur quartier, parce que donc, elles ont peu de commerce et de services de proximité, elles ne vont pas forcément trouver les produits qu'elles trouvaient auparavant, ou alors elles vont être très contraintes par les prix. Puisque par exemple, dans les quartiers qui sont bourgeoises, tout le monde ne veut pas forcément acheter des fruits et légumes bio, par exemple, ou ne pas trouver de produits qu'elles avaient l'habitude d'acheter auparavant. Donc, il y a vraiment des barrières en fait, à l'accessibilité, à la fois matérielle et financière, et qui touchent vraiment en premier lieu les femmes qui sont en charge souvent, encore une fois, des courses pour le foyer. Puis à cela, il faut penser que en fait, les changements climatiques déjà aujourd'hui, puis dans le futur, vont ajouter un stress supplémentaire sur les disponibilités, notamment en produits alimentaires. Donc, avec sûrement des processus d'inflation, comme il y a déjà en cours en ce moment. Et donc, c'est bien sûr les gens qui sont déjà les plus pauvres qui vont être affectés en premier. Et ça concerne souvent les mères monoparentales ou les femmes issues des minorités qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens matériels. Donc, on peut imaginer que cette tendance va aller en s'accentuant dans les années avec les changements climatiques. Et puis on va passer donc au dernier thème, implication citoyenne. Oui, donc depuis tantôt, en fait, on vous parle des femmes comme catégorie sociodémographique étant de manière générale plus à risque, plus vulnérables aux effets des changements climatiques, mais aussi moins bien desservies par les types de solutions dans lesquelles on s'engage en ce moment comme société. Mais ça, c'est juste un envers de la médaille, parce que comme ça a été mentionné au début, mais la revue de la littérature telle que les femmes sont plus préoccupées et prennent plus d'actions au quotidien pour adopter, dans la mesure de leurs capacités respectives, des habitudes de vie plus écologiques dans ce contexte de crise environnementale. Donc, c'est autant en tant que militante, entrepreneur, politicienne, mère ou simplement de citoyenne que les femmes se mobilisent pour l'environnement. Puis, il faut les considérer comme des agentes actives qui peuvent changer la donne dans leur communauté. Donc, la démarche de recherche, elle a révélé en outre que les femmes abordent souvent les enjeux environnementaux à partir de leurs effets concrets sur leur milieu de vie et dans leur quotidien. La collecte de données, il ressort de la collecte de données en fait que les femmes souhaitent vivre dans des quartiers résilients, c'est-à-dire qu'ils sont bien desservis en transport collectif, qui sont dotés d'aménagements favorisant le transport actif inclusif. Elles vont valoriser l'offre de logements abordables, adéquats et de qualité, que cette offre-là soit suffisante pour combler les besoins de l'ensemble des résidents résidentes. Il faut aussi que ces quartiers soient pourvus en services de commerce de proximité, et disposer d'espaces verts offrant des possibilités récréatives et un contact avec la nature. Donc, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on vient de vous mentionner. Puis, en fait, l'atteinte de ces objectifs-là, de transformation des quartiers, puis ça passe par une meilleure reconnaissance de l'expertise citoyenne quant aux enjeux qui concernent leur milieu de vie, mais aussi une meilleure reconnaissance du rôle essentiel qu'occupe le secteur communautaire tant en termes de transition que d'adaptation face au changement climatique. Parce que le milieu communautaire, où le financement se fait rare d'ailleurs, et qui est un milieu aussi tenu à bout de bras par notamment des femmes, c'est lui qui est directement en contact avec les populations vulnérabilisées,
c'est lui qui a les deux pieds dans le quartier et qui connaît autant les besoins que les capacités locales. Donc, autant les organismes que les citoyennes ont souligné le besoin d'être mieux formés et ou accompagnés lors de consultations publiques et autres processus de consultation dans lesquels elles peuvent se sentir, dans lesquels elles peuvent s'investir pour donner leur point de vue et participer à la transformation sociale, mais où elles peuvent rapidement se sentir exclues ou intimidées parce qu'il demeure que ça prend une forme de littératie bureaucratique là, pour bien naviguer ces espaces-là. Donc, il y a aussi un gros travail dans la transition écologique qui doit prendre place à ce niveau-là, parce que pour que une transition écologique soit juste et féministe, il faut impliquer le milieu communautaire, puis impliquer les citoyens et citoyennes qui demandent que leur quartier soit plus habitable et vivant dans tous les sens du terme. Donc, on passe maintenant à la conclusion à retenir là, de notre petite conférence aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez vu, là, en 5 enjeux qu'on vous a présentés sont vraiment non seulement interreliés, mais ils se renforcent mutuellement. Donc ça, c'est à garder en tête. C'est pas des enjeux qui sont séparés, il faut les traiter ensemble. Mais s'il y avait des messages qu'on voulait, sur lesquels on voulait mettre l'accent aujourd'hui, c'est vraiment de garder en tête que les facteurs de vulnérabilité au changement climatique en milieu urbain n'ont rien de naturel. Donc, c'est vraiment des résultats de décisions d'aménagement, d'inégalités sociales qui se matérialisent sur le territoire. Ça, c'est très important. Par ailleurs, une lecture différenciée des impacts des changements climatiques grâce à l'ADS+, ça permet de ne pas reproduire certains stéréotypes de genre dans la lutte au changement climatique et d'éviter de renforcer les inégalités. Donc, c'est vraiment un outil qui est à la disposition des élus pour élaborer des politiques publiques qui soient beaucoup plus adéquates, en fait. Puis finalement, c'est essentiel de mieux répartir les équipements et les aménagements qui favorisent l'adaptation et la lutte au changement climatique partout à travers le territoire, mais particulièrement dans les secteurs qui sont dépourvus actuellement pour assurer la justice environnementale à Montréal. C'est-tu moi ou c'est... En tout cas, je me souviens plus, mais en tout cas, on va vous laisser sur une citation qu'on a beaucoup aimée dans notre collecte de données. Une participante disait « Quand c'est bon pour les femmes, c'est bon pour l'environnement ». Puis je pense que c'est comme une phrase vraiment simple pour se rappeler, en fait, les messages clés. C'est rare qu'on fait une action, qu'on pose une action pour les femmes qui va nuire à l'environnement, en fait. Donc, gardons ça en tête. Merci. Génial, merci beaucoup, c'était vraiment super. Donc, juste un petit, pour être bien honnête avec tout le monde dans la salle, je connais déjà nos trois chercheuses. En fait, c'est ça, étant moi-même dans le Conseil des Montréalaises, j'ai eu la chance d'échanger avec elles. Et puis, je le dis à tous, mais vous avez vraiment fait une recherche vraiment incroyable. Moi, c'est sûr que je vais avoir des petites questions, mais commençons peut-être par le public, si vous aviez questions, commentaires. Non, parce que c'était trop clair. Mais je vais briser la glace. En fait, je serais curieuse de savoir, est-ce que, parce que, tu sais, à travers la série de conférences qu'on a faites, par exemple, on a beaucoup parlé de l'enjeu changement climatique, femmes, inégalité de genre, pas nécessairement ici, mais vraiment beaucoup, tu sais, dans les pays du Sud, en Inde, on a fait beaucoup de conférences là-dessus, mais on a très peu de données sur ce qui se passe ici en Amérique du Nord. J'étais curieuse de voir un peu quand vous avez approché les gens, est-ce que c'était un sujet qui, eux, leur semblait sortir un peu de nulle part? Est-ce que c'était quelque chose qui était présent sur le terrain, dans la pensée des gens? Donc, voir un peu comment est-ce que ça a été perçu quand vous avez demandé d'avoir des informations sur l'environnement en lien avec les femmes. Est-ce que... Ah, vas-y, Gab. Oui, j'allais dire que, en fait, j'ai trouvé ça beau parce que la plupart par exemple, des intervenantes communautaires, au début disaient ah ben on n'est pas spécialisé là-dessus. Fait que première réaction, c'est peut-être pas notre champ. Puis là, quand on leur parlait de la démarche, c'est comme ah oui ben finalement oui on a plein de choses à dire. T'sais, donc il y avait comme au départ comme peut-être un petit sentiment d'inconfort à l'idée de ne pas être spécialisé, mais au final c'était extrêmement riche. Donc je dirais que c'était plutôt favorable comme accueil. OK. Et est-ce que les gens étaient bien au courant? Par exemple, est-ce que c'était souvent un sujet vu comme étant secondaire, c'est-à-dire qu'à force de parler d'inégalité, etc., ah oui, on finissait par voir le lien ou c'était quand même ressenti à la base qu'il y a une inégalité qui est exacerbée en raison des changements climatiques?
Ça, c'est sûr que ça va dépendre parce que quand on a parlé, par exemple, aux experts Ouais. puis aux militantes, là, ce lien-là était déjà plus là de facto. Après, c'est sûr qu'au niveau des organismes communautaires, dépendamment comment dire, on a parlé à une maison d'hébergement pour femmes, pour personnes en situation d'itinérance, ben là, j'avoue que recycler leurs gobelets, c'était pas dans, Ouais. dans leur priorité. Donc, dépendamment du niveau de service et des besoins que les organismes avaient à combler, euh, ce lien-là était plus ou moins mis de l'avant en disant qu'il y avait d'autres crises à régler en premier. Mais je pense que ça fait partie un peu de la manière dont, historiquement, on a traité des enjeux. C'est comme les inégalités de genre, c'est d'un bord, la crise socio-écologique, la crise écologique, en fait, c'est de l'autre. Puis là, mais d'ouvrir la conversation avec elle, comme l'a mentionné Gabrielle, souvent, à la fin, ils étaient comme, ah oui, oui, on voit les liens, on voit que dans les périodes de froid, dans le cas, par exemple, de la maison d'hébergement, une période de vague de chaleur, puis elle nous répondait, non, mais les vagues de froid, en fait. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant, les discuter de ces enjeux-là avec elle, où on peut aller, où ça va élargir notre spectre d'enjeux, des angles morts que nous, on peut avoir avec, c'est quoi les problématiques écologiques comme de mainstream, si on veut. Puis Ouais. finalement, comment est-ce que d'autres types de réalités climatiques peuvent affecter certaines populations qui sont dans notre angle mort, c'est super intéressant. Non, vraiment, c'est clair. Juste, si je peux ajouter quelque chose rapidement, dans le cadre d'autres recherches sur l'adaptation au changement climatique, on se rend compte souvent que les gens n'ont pas l'impression de faire de l'adaptation, que ce soit des groupes citoyens, des organismes communautaires, etc. En fait, ils ne se rendent même pas compte qu'ils font de l'adaptation, mais juste par en fait, les gestes qu'ils posent, ça aide de toute façon à l'adaptation, que ce soit par rapport aux vagues de chaleur, aux inondations ou d'autres choses. Donc souvent, c'est fait sans être forcément compris ou réalisé. C'est en train de changer au fur et à mesure. Ouais. On a une question dans le chat. Comment peut-on, au niveau municipal, tenir notre ville et les entreprises puissantes responsables? Donc, bonne chance. Petite question. Oui, peut-être je peux la prendre. C'est une vaste question. Si quelqu'un a des suggestions, n'hésitez pas. Les idées sont bonnes à prendre. En réalité, la ville de Montréal est très consciente du fait qu'il y a par exemple des émissions de GES qui dépendent d'elle, mais la majorité ne dépend pas d'elle. En fait, elle dépend vraiment des entreprises qui sont sur son territoire, par exemple. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est très clair pour la ville. Et c'est bien pour ça, en fait, qu'ils essayent de travailler plutôt dans une logique pas forcément de contrainte, mais plutôt de partenariat. Donc, à essayer d'aller impliquer les entreprises, notamment aujourd'hui via le partenariat Climat Montréal, qui est un petit peu la suite du comité consultatif qui a été mis en place pour le plan climat. Donc, le partenariat Climat Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe en fait qui est composé de fondations philanthropiques, de groupes environnementaux, d'entreprises notamment, de grandes institutions qui essayent d'aider la ville à mettre en place son plan climat. Et un de leurs événements phares, le deuxième volet a lieu cette année, c'est le sommet climat. Et notamment, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'inciter en fait, les entreprises et les institutions à prendre des engagements, donc que ce soit à la fois en termes de réduction de GES ou en termes d'adaptation. Donc, ils vont essayer un peu, c'est pas forcément du lobbying, c'est plutôt en créant en fait des relations qui durent, en créant des événements, en essayant de montrer les bons coups de ceux qui se sont déjà engagés. Donc, par exemple, au sein des universités, ils vont montrer que Concordia a pris des engagements, donc ça va pousser potentiellement l'UDEM à prendre des engagements. Puis, ils essayent de faire un peu la même chose avec les entreprises. Donc, c'est plutôt cette stratégie qu'ils essayent de mettre en place. Mais après, effectivement, de façon juridique et contraignante, c'est très difficile en fait pour la ville en tant que telle de contraindre des entreprises sur son territoire. Donc, c'est plutôt une stratégie d'essayer de convaincre et de petits pas plutôt que vraiment de réglementation. C'est une très bonne réponse. Très nuancée. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question. C'est bon. Sinon, moi, je serais peut-être curieuse de voir, est-ce que vous sentez, moi, à travers, moi, je fais des recherches comme ça aussi, mais davantage en Inde, où là, les enjeux sont vraiment plus criants, dans les températures extrêmes qu'il y a eu en Inde. Ici, c'est quand même assez plus subtil. Est-ce que vous sentez, par exemple, que on en parle de plus en plus, c'est des impacts sociaux des
des changements climatiques ou qu'il y a encore... Est-ce que vous voyez une différence, que c'est davantage connu ou pas tant que ça? Je serais curieuse de voir un peu depuis que vous avez débuté la recherche, par exemple. Est-ce que vous voyez une évolution à ce niveau-là? Mais, je ne peux pas me prononcer sur une évolution qu'il y a eu depuis la recherche de l'année passée, mais quand même, ce qu'on voit, puis ce qu'on a documenté dans la recherche, c'est que auprès de la catégorie sociale jeune, Ouais. c'est un enjeu vraiment prioritaire. Alors, comme je pense que ça, dans beaucoup de cégeps montréalais, dans beaucoup d'écoles secondaires montréalaises, c'est comme quelque chose qui est constamment mis de l'avant par les élèves, par les étudiantes. Fait que j'ai espoir que ça devienne de plus en plus prédominant avec cette génération-là. Puis, bien évidemment, je pense que plus on en parle, plus on est sensibilisé, mais c'est vrai que c'est surtout quand on est confronté aux grands, aux manifestations concrètes qu'on peut vraiment le ressentir, là. Puis je sais pas, c'est vraiment à part, mais je lisais dans le Devoir cette semaine comme quoi les présentateurs météo, présentatrices météo voyaient désormais leur rôle comme étant davantage de contextualiser les effets des changements climatiques, puis de les présenter, de les vulgariser avec une approche pédagogique. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que je me disais, y a-t-il quelque chose de plus comme généralisé au Québec que d'écouter la météo? Fait que si au moins on peut avoir un peu d'instruction comme à l'égard des changements climatiques dans le petit bulletin quotidien, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont réellement comme à développer comme une conscience un petit peu plus grande. Fait que je pense qu'il faut que ça soit à la fois comme oui, qu'il y a des gens, des militantes, des citoyennes super engagées qui prennent ça, comme qui prennent les enjeux vraiment à bras-le-corps, puis qui s'engagent, qui deviennent un peu des expertes dans le domaine, Ouais. mais aussi que l'ensemble de la population soit de plus en plus conscientisée. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment... on va le voir probablement dans les prochaines années aussi. Oui, ça c'est vrai. Ouais, oui, oui. Oui, si je peux un peu ajouter par rapport à ça, je dirais que depuis qu'on a fait recherche, alors c'est pas tant le fait que les gens se rendent compte des différences liées au genre et des inégalités liées au genre, mais plutôt des inégalités de façon plus globale. Notamment, le consortium Ouranos a mené déjà une recherche sur les inégalités dans l'adaptation, mais donc inégalités au sens large liées aux conditions économiques, liées aux différentes populations, que ce soit les personnes âgées ou les minorités, etc. Donc, il y a quand même une évolution récente qui, en effet, pour reprendre ce que dit Gabriel, est notamment vraiment en lien avec les manifestations étudiantes, avec toute la mobilisation de 2019, qui, évidemment, c'est un peu calmé à cause des confinements, etc., mais qui est en train de reprendre. Et donc, vraiment, le côté justice climatique, justice environnementale, etc., sont des termes qui deviennent beaucoup plus mainstream, alors qu'avant, ils étaient plutôt cannés dans des mouvements peut-être qu'on aurait pu dire plus radicaux ou plus confidentiels. Et maintenant, c'est des mots qui tombent un peu plus dans le langage courant. Et même au sein de la ville, ils ont l'air plus conscientisés, en fait, aux inégalités en général. Donc, pas forcément de genre, pardon, mais inégalité des populations en général et aussi des différents quartiers, en fait. Oui, tout à fait. Puis peut-être j'allais juste rebondir sur l'idée de la prochaine génération, avec les plus jeunes aujourd'hui. Juste moi, j'habite avec deux adolescentes. Puis je peux dire que ça fait partie des enjeux criants, là. C'était les premières à vouloir aller, par exemple, à la manifestation pour la Journée de la Terre. Donc, tu vois que ça fait partie vraiment, les changements climatiques, c'est un enjeu transversal vraiment à tous les aspects de leur vie, là. Donc, ce qui est encourageant, en fait, vraiment. Donc, ben voilà, je ne sais pas si il y avait un commentaire que vous vouliez rajouter, si il y a quelqu'un dans la salle virtuelle qui voulait avoir un commentaire. Parfait. Un commentaire, on vous invite à aller lire l'avis, parce que forcément, on est allé vite dans tout ce qu'on a dit, puis si ça vous intéresse, il y a des références scientifiques, notamment, on peut aller creuser des choses. Il est normalement assez digeste pour être lu de façon agréable, et il y a des belles illustrations, donc normalement, c'est une bonne lecture non rébarbative. Oui, effectivement, c'est super accessible. Oui, Naomi, t'allais dire quelque chose? J'allais me permettre 2 commentaires de fin, puis faire peut-être de la promo aussi pour les gens dans l'Assemblée qui vont à l'ACFAS. On a suite aux réflexions qui ont émergé de la collaboration pour cette recherche-là qui a mené à la vie, il y avait toute une cogitation sur c'est quoi les perspectives écoféministes en ville, comment est-ce que ça s'applique en ville, comment ces pratiques et ces mouvances-là peuvent
être visibles ou sont invisibles en ville. Donc, ça nous a conduit à créer une journée de colloque dont Marianne Sarah va faire partie. Elle va présenter une conférence elle-même le vendredi. Donc, il y a ça d'une part, pour continuer sur la publicité. Puis finalement, moi, il y a une des personnes qu'on a interviewées qui a mentionné cette conjoncture-là à laquelle on est, cette lecture-là de la transition, d'une transition juste et féministe, en fait, en termes d'opportunité. Donc, de ne pas le voir comme, je sais pas, comme un fardeau, mais en fait de voir cette réalité-là, puis cette imbrication-là entre la justice climatique et la justice sociale comme une opportunité de travailler simultanément sur les deux. Donc voilà, j'avais envie de vous laisser avec cette idée-là. Génial. Ben, merci beaucoup. Et oui, effectivement, allez sur le site du Conseil des Montréalaises pour pouvoir lire l'avis. Je confirme, il est très intéressant, vraiment bien vulgarisé. On lit, on n'a que de bons commentaires, en fait, sur son accessibilité, mais aussi sur vraiment sa qualité. Merci beaucoup. Effectivement, merci, Gabrielle, d'avoir mis les infos pour le colloque. Je vais voir si c'était possible. On va essayer de faire peut-être aussi la promotion du colloque, peut-être sur le site de l'IREF, là. Donc, il y a une belle affiche, là, donc ça pourrait être très intéressant. Et puis voilà, ben, sinon, ben, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à tous qui étaient là au fil de la session. C'était vraiment génial de pouvoir discuter avec vous. Et puis, ben, passez une très belle fin de session. Donc, au revoir à tous. Merci tout le monde. Merci.